Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. J'ai l'honneur d'engager, en vertu de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, la responsabilité du gouvernement sur le texte de la commission mixte paritaire. François Bayrou, hier à la tribune de l'Assemblée nationale, le Premier ministre a déclenché coup sur coup 49.3 pour faire adopter sans vote le budget de l'État et la première partie du budget de la Sécurité sociale. Sauf surprise, son gouvernement survivra à ces deux motions de censure du nouveau Front populaire et pour cause, Arthur Delaborde, les socialistes ont décidé de sauver le soldat Bayrou. François Bayrou respire en obtenant la non-censure du PS sur les deux textes budgétaires. Le Premier ministre est assuré de rester à Matignon, au moins pour le moment. Au nom de la stabilité, les députés socialistes affirment qu'ils suivront tous comme un seul homme la décision de leur direction. Pour ménager un maximum de sensibilité en interne, le Bureau national du PS annonce bien le dépôt d'une motion de censure spontanée, examinée après l'adoption du budget. Elle visera, je cite, à sanctionner l'orientation droitière suivie par François Bayrou, notamment depuis ses propos sur le sentiment de submersion migratoire. Néanmoins, cette motion de censure n'a aucune chance de passer car a priori le RN ne la votera pas. François Bayrou est donc en passe de réussir son pari en se tournant vers les socialistes. Il évite la chute et prive le RN de son pouvoir de vie ou de mort sur le gouvernement. Les troupes de Marine Le Pen font durer le suspense et doivent faire savoir demain si elles votent ou non la censure sur le budget. Mais dans la configuration actuelle, leur décision n'aura aucune conséquence. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Les suites de la charge du président algérien contre la France, on pensait que ça allait refroidir l'ambiance entre Paris et Alger. Eh bien pas du tout, ça mérite une explication. Et ça le mérite d'autant plus que l'on apprend, et c'est une information Europe 1, qu'Alger a renvoyé vers la France un deuxième ressortissant sous OQTF fraîchement expulsé. Le président Abdelmadjid Tebboune très sévère avec la France, mais curieusement, cela n'a pas l'air d'agacer l'Élysée. Explication Jacques Serret. La diplomatie regorge bien souvent de subtilité. Quand Abdelmadjid Tebboune parle entre autres de relations délétères avec la France, Paris y voit du positif. Il ouvre la porte, observe un diplomate français. Notre brouille est allée très loin et là, il revient vers nous, ajoute une source proche du dossier. Une grille de lecture qui fait des adeptes aussi bien à l'Élysée qu'au Quai d'Orsay, tandis qu'au ministère de l'Intérieur, le son de cloche est tout autre. Hier encore, l'expulsion d'un ressortissant algérien sous OQTF s'est soldée par un échec. Pour Tebboune, Bruno Retailleau est un ennemi. Alger reprend des ressortissants en silence, mais pas les cas médiatisés par Beauvau, assure une source diplomatique. C'est pourquoi, à ce stade, il n'est pas question côté français de taper du poing sur la table à la manière de Donald Trump avec la Colombie. Certains au Quai d'Orsay plaident d'ailleurs pour une expression d'Emmanuel Macron sur le ton de l'apaisement. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. La France insoumise sonnée au lendemain de sa défaite au second tour des municipales partielles de Villeneuve-Saint-Georges. Le mouvement refuse pour autant de remettre en cause sa stratégie. Les quartiers plutôt que les campagnes, les minorités d'abord, les ouvriers plus tard. Les insoumis accusent la gauche socialiste et communiste d'avoir saboté la campagne de Louis Boyard. À l'arrivée, c'est la LR Christelle Niasme qui remporte la mairie. Le candidat insoumis a, semble-t-il, fait peur aux habitants. Reportage Alexis de la Fléchère. Depuis le seuil de sa porte, Fabienne, habitante de Villeneuve-Saint-Georges, me confie avoir suivi avec beaucoup d'attention les résultats de cette élection municipale et la défaite de Louis Boyard, candidat LFI. Elle l'a vécu comme un soulagement. Il voulait enlever les caméras de surveillance de la ville, diminuer la police municipale, la désarmer, mettre des refuges pour les migrants dans tout Villeneuve-Saint-Georges. Vous aviez peur en fait? On se posait la question, d'autant plus qu'il s'est entouré de gens fichés S. On tenait vraiment pas voir ça dans la ville, quoi. La défaite de Louis Boyard, une bonne chose, estime aussi Eric. Il habite Villeneuve-Saint-Georges depuis 1994. Un gars de 24 ans, qu'est-ce qu'il va gérer une mairie qui est déjà en difficulté? C'est pas lui qui va l'expérience pour gérer tout ça. Donc les gens, ils ont réfléchi, ils ont voté pour Christelle. Ça va faire du bien. Que du bien. Boyard, ça aurait fait une catastrophe. Une victoire de la droite vécue par ses habitants avec beaucoup d'enthousiasme, mais place maintenant aux résultats, m'ont confié beaucoup d'entre eux. Sécurité, propreté, tous attendent du changement. Un reportage à Villeneuve-Saint-Georges, Alexis de la Fléchère. Le phénomène est en expansion et ça inquiète de plus en plus la place Beauvau. C'est une information Europe 1. On recense en France 170 squats de migrants. Et ces squats abriteraient quelques 2000 clandestins, occupation en toute illégalité et la plupart du temps ouvertes ou encouragées par des associations d'extrême gauche. Jean-Baptiste Marty.
Ils opèrent en toute discrétion, souvent de nuit. Des militants d'extrême gauche d'Utopia ou de No Border repèrent des habitations vides pour y installer des migrants, en grande majorité issus du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. Grégory Emous, policier à Toulouse du syndicat Alliance. On est pourvu de nombreuses associations qui expliquent à ces gens comment faire. Ils ont même des listings de maisons qui seraient à squatter, des maisons qui sont inhabitées. Et tout est fait pour que les clandestins ne soient jamais délogés. Par exemple, les associations inscrivent régulièrement leur nom sur les boîtes aux lettres pour faire croire à une présence légale en cas de contrôle. C'était à Tournefeuille où les gens ne parlaient même pas le français, ils ne nous laissaient pas rentrer et ils nous avaient montré un papier qui expliquait « Nous sommes là, nous avons le droit d'être là, parce que l'article-ci, l'article-là, donc c'est pas eux qui l'avaient pondu ça ». Outre l'insalubrité de ces occupations illégales, les trafics de drogue et de médicaments en tout genre se multiplient, tout comme les rixes obligeant les policiers à multiplier les interventions. À Toulouse, 2 opérations anti-squat sont programmées chaque semaine. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h06. La guerre commerciale suite, mais certainement pas fin. Donald Trump accorde un peu de répit au Mexique et au Canada. En revanche, le ton monte avec la Chine. Pékin annonce une augmentation des droits de douane de 10% sur le pétrole, plus 15% sur le charbon et le gaz américain. La Chine qui annonce également l'ouverture d'une enquête anti-monopole contre Google. Série de contre-mesures après l'annonce par Washington de droits supplémentaires applicables cette fois aux produits chinois. Les choses semblent s'apaiser en revanche entre Donald Trump et ses voisins canadiens et mexicains. Wilfried de Villers. Donald Trump s'est d'abord entretenu hier avec son homologue mexicaine Claudia Sheinbaum. Dans la foulée, Mexico s'est engagé à envoyer 10 000 soldats supplémentaires à sa frontière avec les États-Unis. Claudia Sheinbaum. Nous sommes finalement parvenus à un accord. Il a été conclu que nous allions augmenter le nombre de gardes nationaux pour protéger la frontière nord et empêcher le trafic de drogue, en particulier de fentanyl, du Mexique vers les États-Unis. Donald Trump qui n'a jamais caché avoir recours à ses taxes douanières comme levier de négociation pour obtenir des concessions de la part de ses 2 voisins nord-américains. Et c'est aussi ce qu'il a obtenu du Canada après une discussion avec le Premier ministre Justin Trudeau. En échange de la suspension des droits de douane, ce dernier s'engage sur un plan de 1,3 milliard de dollars pour la sécurisation de la frontière, sans oublier la création avec les États-Unis d'une force de frappe conjointe contre le crime organisé, le trafic de fentanyl, puissant opioïde et le blanchiment d'argent. Autant de points sur lesquels Donald Trump entendait faire pression, tant sur le Canada que sur le Mexique. Wilfried de Villers, Donald Trump qui reçoit aujourd'hui le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou au moment où les négociateurs entament les discussions pour la mise en place de la 2e phase du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Retour en France et au sport, 3 matchs pour ouvrir les 8e de finale de la Coupe de France de football. Lille, Dunkerque et 3 Brest à 19h. À 21h10, Le Mans Club de National recevra le Paris Saint-Germain. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h08 sur Europe 1, à suivre l'édito éco. On va parler du budget bien parti pour être adopté. En revanche, il y a un doute sur l'ampleur réelle des économies. Sur le papier, c'est 34 milliards. En réalité, ce serait plutôt 3 milliards. Comment ça se fait? On verra ça avec Agnès Verdier-Molinier dans 10 minutes. Et dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. Le sénateur honoraire de Belgique, Alain Détex, avec qui nous allons parler de Bruxelles. Il y a la nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon en France. Bruxelles a tous les airs d'une nouvelle Belgique. On va voir ça avec lui dans un instant. 7h09, bon réveil. 7h.